Gros sujet évidemment, on peut passer rapidement au conflit en Ukraine, puisque c'est ce qui occupe, la majeure partie des dernières actus. Que veut Poutine? Et là, je me base sur une vidéo très intéressante et différents articles de chercheurs, heu, sur la question et sur, on va dire, le développement de la pensée poutinienne. Poutine, sa perception, c'est que le conflit en cours, c'est une guerre de proxy de l'Occident contre l'identité russe. Donc le proxy, je l'ai énuméré avec l'Iran et et le Yémen. Poutine perçoit que l'Occident utilise l'Ukraine comme moyen de déstabiliser la Grande Russie. L'objectif de Poutine, c'est de redéfinir l'architecture de sécurité européenne de l'OTAN, et plus généralement l'architecture sécuritaire des États nationaux que compose l'Europe. Voilà. Est-ce que c'est clair, Buty? Ouais, ouais, nickel, pour l'instant, pas de souci. J'hésiterai pas à Et intervenir. comme ouais, pas de souci. Et là, je rebondis encore une fois sur ce que disaient lors d'un précédent space Fineco et Casper, c'est qu'en fait, le mandat de Trump, il se joue également aux midterms qui arrivent. Sauf que le temps long est une règle en diplomatie et je ne sais pas si Trump a la capacité d'attendre aussi longtemps que ça, justement pour l'apaisement, on va dire, naturel du conflit. Mmh. Donc en fait, le leitmotiv de Poutine, c'est la démilitarisation et le désarmement de l'Ukraine. Il demande à ce que soit rompu le soutien militaire occidental, et particulièrement américain évidemment, mais européen aussi, au pays. Donc plus de livraison d'armes et de renseignements militaires. Ce à quoi, pour le renseignement militaire, Trump avait décidé de donner son accord pendant plus de 48 heures, il me semble. Ouais, ouais. Voilà. Pourquoi est-ce que ce conflit est apparu, a germé, continue, d'animer autant, on va dire la partie occidentale russe? Sincèrement, ça demanderait beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est intéressant de le développer. 1er élément de langage, un concept que Poutine et l'État russe utilisent, c'est le concept de la Nouvelle Russie. Ce concept de la Nouvelle Russie fait référence aux cartes intégrant les régions annexées du Donbass et de la Crimée. Voilà. Alors Alors, le il y don avait des cartes au XVIIIe siècle. Oui, en fait, c'est la partie est de l'Ukraine. ouais, ouais. Et c'est la partie est de l'Ukraine qui, en fait, est beaucoup plus russophone que la partie ouest, de par son positionnement géographique, encore une fois. C'est Donetsk, c'est ça, avec la «capitale» entre guillemets? Lugansk et Donbass? Donetsk, et cetera. Et enfin, je OK, veux dire exactement. OK, Et donc, le concept de Nouvelle-Russie fait référence à des cartes qui remontent au XVIIIe siècle de l'impératrice Catherine II. Donc on voit OK. encore une fois le temps long, et en fait, c'est l'époque où Catherine II combattait contre l'Empire ottoman. Voilà, qui était très étendu à l'époque. Cette perception, en fait, elle est monolithique, d'une Russie, d'un empire russe, qui consolide la vision que Poutine a d'une Russie qui est en tout cas, qui représente l'identité russe au-delà de ses frontières actuelles. Pourquoi est-ce que la péninsule de Crimée a été annexée en 2014? C'est encore une fois un lieu stratégique pour l'accès aux mers chaudes et à la mer Noire, pour les exportations d'hydrocarbures et de matières premières. Et en fait, le port d'Odessa et surtout le port de Sébastopol, c'est en Crimée, et Odessa, c'est sur la côte, on va dire, l'hémisphère vraiment, attaché à l'Ukraine, sont des ports très développés qui sont vraiment les épicentres du commerce de la mer Noire, de manière classique. Hop. Voilà, Je tu les as m'emploie, exactement, et là, c'est sous contrôle russe hop. total. De quoi, pardon? Oui, oui, je disais justement que Sébastopol et la Crimée est sous contrôle russe total, Ouais, 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 voilà, ouais, ouais. C'était depuis sous 2014. Obama ça d'ailleurs? 2014, ouais. Ouais. Donc la Crimée, c'est Hem, ça, hein, cette petite péninsule-là, pour Tout à info. fait, et encore une fois, il y a débat selon les identités et les idées des différents, penseurs, mais la Crimée, historiquement, est considérée comme russe, de par sa, comment dire? Je vais me reformuler. En fait, Gorbatchev, pendant l'Union soviétique en 94, post, donne la Crimée à l'Ukraine, et en fait, cette donation est perçue comme quelque chose qui appartient toujours à la Russie, puisqu'elle a été un cadeau, nous pouvons le reprendre. Ouais, Voilà. ouais. Et à noter que la conquête, territoriale au sens, comme on l'entend nous, à partir de 2014 et plus précisément à la date du 24 février 2022, je cite, le qualificatif employé par le Kremlin, c'est une opération spéciale militaire, opération militaire spéciale. En fait, elle est arrivée après l'échec du changement de régime politique par les urnes dans les années 2000, 2004, 2005, 2010 en Ukraine. Ouais. Concernant le cessez-le-feu de ce dont quoi discutent, Poutine et Trump,
qui annonce un réchauffement des relations russo-américaines. En fait, la lisibilité, elle est pas si simple que ça. C'est pas parce qu'ils discutent, c'est pas parce que, ils se rencontrent à Jeddah en Arabie Saoudite que tout va se régler rapidement. Vladimir Poutine, en fait, lui, il défend vraiment un anticolonialisme par excellence. Il a fait de nombreux discours, particulièrement sur le continent africain, pour rappeler, heu, un on va dire un vécu historique et factuel. Ah, je m'entends en écho, est-ce que vous m'entendez bien? Ouais, ouais, pas de souci. OK. Donc Vladimir Poutine s'inscrit dans un discours anticolonialiste, avec un Trump qui lui-même s'inscrit, dans une certaine manière, dans une approche, complexe puisqu'il a parlé du canal de Panama qu'il veut renommer, je crois que c'est le golfe de Panama qu'il veut renommer en golfe d'Amérique. Je crois que c'est la modification est déjà apparue sur certaines cartes. C'est le golfe du Mexique, non? Golfe du Mexique, pardon, excusez-moi. Golfe du Mexique effectivement, qui a déjà été renommé sur certaines cartes, américaines. Donc il y a des contradictions et c'est des priorités bizarres, puisqu'il y a un discours qui s'oppose à l'autre, mais qui arrive à coïncider justement pour régler le conflit. Ah, ok, il est pas encore. Il est mis entre parenthèses quand même, Golfe du Ouais, Mexique. ouais, t'en as qui ont lâché. Je crois que tu as Apple qui Apple Plan qui a gardé Golfe du Mexique et je crois que tu as Google Maps qui avait déjà mis Golfe d'Amérique qui s'est revu et qui a mis Golfe du Mexique, je crois, il me semble. Ok, Hop, intéressant. juste, je rebondis. Donc, Casper, merci d'être là en tout cas, bro. GM, l'intervenant est masterclass. GG à lui, super complet. Et bah, écoute, j'abonde dans ce sens. Merci, Casper, pour tes encouragements. Et Casper qui réagit et qui nous dit surtout que les Russes sont à l'initiative en ce moment, donc aucune raison de se stopper. Exact, exact. Merci Casper pour tes commentaires. Et en fait, c'est important de le dire, c'est que là, la Russie, la Fédération de Russie, n'a pas un intérêt dans l'immédiat de stopper son avancée militaire. Puisqu'elle grignote la ligne de front, elle a réussi à libérer la partie de Koursk, c'est l'oblast de Koursk, qui est dans son territoire officiel de la Russie, qui a été utilisé par l'armée ukrainienne. Et suite aux pressions américaines, les troupes se sont retirées. Donc en fait, le seul gage, la seule monnaie d'échange que les Ukrainiens avaient, ce petit bout de territoire sur le territoire russe, est perdu. Donc Ok. encore une fois, dans la balance, ça devient de plus en plus compliqué. Petit détail important, qui c'est qui négocie pour les États-Unis, on va dire en tant qu'intermédiaire avec l'Ukraine? C'est Steve Witkoff. C'est l'envoyé spécial de Trump qui remplace le général Kellogg. Et Ok. ce remplacement a été effectué suite à la demande directe des Russes. Parce qu'en fait, le général Kellogg était considéré trop proche des Ukrainiens. Ok. Et Steve Witkoff, important d'avoir en tête cette personne, car c'est lui qui a réussi à imposer un cessez-le-feu à Gaza Ah, et à Israël, et pour la libération des otages israéliens la veille de l'investiture de Trump. ouais. La veille de l'investiture de Trump. Donc c'est important, c'est un personnage qui a fait ses preuves et on lui redonne de la confiance en l'envoyant en Russie. Voilà. Donc les négociations, comme j'ai dit, pour le cessez-le-feu et la paix sont en cours à Jeddah, sauf que là, on parle beaucoup plus d'un cessez-le-feu que d'un accord de paix. Beaucoup de conditions, une difficulté dans la lisibilité, de par ce qui est vraiment formulé, parce que ce qui ressort dans la presse, même dans la presse spécialisée, ne sera jamais aussi pertinent que ce qui s'est dit pendant plus de 2 heures au téléphone entre Trump et Poutine par exemple. Mais, premier élément important, l'arrêt des frappes militaires sur les infrastructures énergétiques. À savoir que cette idée n'est pas apparue cette année, elle est apparue en juin 2024, concernant d'arrêter les ciblages d'infrastructures énergétiques, donc bien avant Trump, Ok. voilà. Mais l'incursion à Koursk, mentionnée juste avant, avait fait capoter, si je puis dire, cet accord sur les infrastructures énergétiques. Voilà. Pourquoi ce domaine est important? C'est qu'en fait, la rente économique, la manne, russe est principalement basée sur l'exportation des hydrocarbures, gaz et pétrole. Sujet sensible, le plus gros exportateur russe, c'est Gazprom, l'entreprise. Ouais. Il est plus et Rosneft. Rosneft, c'est vraiment sur le pétrole aussi. Mais Gazprom est la tête de file. Et je me souviens, par exemple, on parlait de foot tout à l'heure avec Roberto Carlos, mais l'équipe de Schalke a longtemps eu un sponsor de Gazprom. Donc Ouais. quand même, il avait une présence sur le continent européen par des billets de soft power, encore une fois. Tu vois, l'influence au-delà juste du business, is business. Ouais. Complexe en fait de quantifier les dégâts réellement faits sur les installations pétrolières détruites soit en mer Noire, soit sur les territoires russes ou ukrainiens. Mais ce qui fait plutôt paniquer
enfin, on va dire le citoyen russe à la pompe à essence et quand il voit son prix d'essence évoluer à la hausse, évidemment. Bien sûr. C'est comme ça qu'il comprend que son invasion militaire spéciale est peut-être un peu plus que ça, car le conflit est enlisé depuis maintenant plus de 3 ans et que si directement il est impacté lorsqu'il veut faire son plein dans la voiture, là, il se commence à poser des questions sur la véracité et la capacité à l'État russe de, heu, finaliser un conflit qui devrait l'être rapidement, tu vois? Selon la rhétorique russe, encore une fois, je m'inscris dans Ouais, ce point de vue. bien sûr. Il y avait aussi un moratoire sur l'arrêt des livraisons d'armes en cas de cessez-le-feu. C'est complexe parce que l'industrie, de l'armement européen commence à se réveiller. Bon, c'est encore très complexe, c'est au stade embryonnaire. L'industrie américaine, bien qu'il y ait une rhétorique encore une fois de couper les vivres à l'Ukraine, mais en fait elle est en pleine production. Il y a quand même des besoins et il y a des besoins juste de consommation, d'offre et de demande, tu vois? Bien sûr. Hem, Poutine, manœuvre très intéressante. Proposition éventuelle de lever certaines sanctions occidentales sur les avoirs russes et sur des personnalités influentes, type oligarques. Mmh. Soumis cette idée à Trump. Sauf que et là on voit bien encore une fois l'affrontement entre libéralisme et réalisme dans un sens précis, c'est que ces sanctions sont majoritairement imposées par les États-Unis et l'Union européenne. L'Union européenne, à son échelle, a vraiment gelé beaucoup d'avoirs et a sanctionné beaucoup de sociétés exportatrices ou simplement déjà présentes sur le marché européen et russe. Sauf que Trump, dans son affrontement, en tout cas dans sa narrative d'une Union européenne faible et inutile, car elle n'est pas présente à la table des négociations, il va pouvoir encore une fois blâmer l'Union européenne si elle refuse la levée des sanctions. Donc en fait, c'est un serpent qui se mord la queue. Poutine demande à Trump la levée des sanctions. Trump accepte éventuellement, c'est pas dit, mais accepte, mais les sanctions européennes resteraient de marbre, ce qui contrariera encore plus les relations outre-Atlantiques. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Et Trump Euh, pourrait utiliser, les Européens en porte-à-faux, quoi, dire: «Ben, vous bah, lâchez pas de votre côté, quoi». en tout cas, stratégiquement, en manière de narrative, et c'est ça qui prime, la narrative, ça Oui. permet encore une fois de placer l'Union européenne dans un positionnement de vous voulez la continuation de la guerre, vous ne vous soumettez pas aux exigences et vous n'avez pas la capacité à régler un conflit militaire qui coûte des vies humaines parce que vous tenez à une narrative qui vous est propre, et cetera. Voilà, là Ah c'est ouais. pour simplifier. OK, ouais, non, non, super. Je rebondis sur 2-3 commentaires. Donc, Wanda qui me dit: «Hello, super intéressant». Après, ça lui va bien de dire ça à Poutine. Il a implanté le Tadjikistan, le Turkménistan et cetera. C'est la mode des Russes de toute façon. Désolé, celui-là, j'ai pas réussi à le choper au moment où on en parlait, donc my bad, Wanda. J'essaierai d'être plus réactif la prochaine fois. WDR qui nous dit: «J'aime l'équipe, vous êtes au top, un grand merci». Eh ben, écoute, un grand merci, bah, déjà à James Aristote, bien entendu, et un grand merci à toi d'être présent. Et une question de Casper. Il en pense quoi de l'influence, donc tu en penses quoi de l'influence d'Alexandre Douguine en Russie sur les décisions prises au Kremlin? On l'a vu que sa vision impérialiste a fortement radicalisé l'opinion russe et le vice-président. Est-ce que tu as un take là-dessus? Ouais, très bonne question. Très bonne question. Alexandre Douguine, c'est un personnage important dans l'idéologie russe ou en tout cas, dans l'eurasisme. En fait, il y a 2 courants en Russie qu'on peut distinguer, les slavophiles et les l'eurasisme, pardon. Les slavophiles, ceux qui prônent, la continuité d'une âme russe qui s'étend encore une fois au-delà des frontières que nous connaissons. C'est-à-dire qui touche, l'Europe de l'Est, l'Asie centrale, le Caucase et la Russie actuelle. Et Alexandre Douguine, qui pourrait être qualifié de notre prisme, on va dire, français européen comme quelqu'un d'ultra-identitaire, nationaliste et de conservateur, a une importance, dans la réflexion poutinienne. C'est difficile, c'est difficile réellement de quantifier et d'avoir des informations concernant les échanges, entre l'administration, du Kremlin et Douguine ces derniers temps. Parce que notamment, il me semble, hein, mais que la fille d'Alexandre Douguine a été tuée par, un attentat ukrainien, causé en tout cas, par, des forces ukrainiennes. Ah oui, l'accident de voiture là? Je crois que c'est ça exactement. Ouais, ouais, d'accord, OK, OK, d'accord. Très bien. Mais Alexandre Douguine, ouais, grosse influence et importante à prendre en compte et j'avais essayé de mettre en exergue un article, je vais essayer de le retrouver, ça pourrait être pertinent.
Et merci pour ta question, Casper, hein, ça permet d'approfondir les débats. Super intéressant. N'hésitez pas en commentaire si vous en avez ou des compléments, etc. C'est super d'échanger ensemble sur tout ça. J'arrive. Ouais, pas de souci, on a 2 minutes. Donc, on a mentionné Alexandre Douguin, important de la part de Casper. Il y a aussi un autre personnage important, Vladislav Surkov. Et là, Surkov. Surkov. Surkov, ok. Et en fait, Le Mage du Kremlin, c'est un livre paru il y a quelques années que je conseille à tous. Le personnage, c'est une fiction, mais ce personnage est directement inspiré de Vladislav Surkov. Et lui, il a donné une interview à l'Express, donc l'article est accessible et extrêmement révélateur. Je peux le citer, j'ouvre les guillemets. Jamais depuis le début de l'invasion russe en Ukraine. Ah non, là, c'est le petit laïus que moi j'ai mis. Mais en gros, depuis le début de l'invasion en Ukraine, jamais Vladislav Surkov avait accordé une interview politique, ni fait le moins de commentaires. Ok. Mais attendez, parce que ces mots sont vraiment révélateurs. Ils ont été traduits en français. Ne Très très bougez bon pas. bouquin, Le Mage du Kremlin, vraiment masterclass. Ah oui, tu l'as lu? Ouais. D'ailleurs, il faudrait que je le relise parce que Ah, j'ai il est lu il y a impressionnant. quelques temps. Et je pense que là, ça serait, avec ce qui se passe actuellement, ça ferait encore plus écho. Parce que lui, en fait, vraiment, Vladislav Surkov parle du monde russe, parle de l'hégémonie impériale russe et de l'erreur de l'Occident par rapport à divers choix stratégiques. Donc Vladislav Surkov, pardon, parce que la prononciation russe n'est pas toujours facile. Vladislav Surkov, c'est un personnage aussi à avoir dans la ligne de mire. Mais lui, il est vraiment en retrait, mais son influence a vraiment été très importante. Très, très importante. Et elle l'est toujours. Rapidement aussi, il y a des spéculations actuellement concernant l'éventuelle remise en forme du gazoduc Nord Stream. Nord Stream 2, en gros, c'était un gazoduc qui traversait la mer Baltique, pour les profondeurs de la mer Baltique, qui a tout simplement explosé, qui a été fait sauter. Bon, certains disent que c'est un coup de la part des Ukrainiens pour restreindre l'afflux pétrolier, hydrocarbures de la Russie directement à l'Allemagne. Ok. D'autres disent que c'est la Russie par des moyens détournés. Il y a vraiment des articles très intéressants où il y a des interviews de frégates danoises, de frégates finlandaises en mer Baltique qui analysent des données satellitaires pour essayer de remonter le fil de qui a fait sauter ces conduits. Mais en tout cas, il y a des bruits en ce moment du redémarrage du Nord Stream. Voilà. Et particulièrement d'une mise en place d'un consortium d'investisseurs américains anonymes. Et en fait, en théorie, derrière ce projet, ça pourrait donner aux États-Unis une influence inégalée sur l'approvisionnement énergétique en Europe. Puisque là, ils auraient la main mise sur un projet faramineux qui, vraiment, en termes de mètres cubes d'hydrocarbures délivrés, et c'est vraiment énorme. Tu vois. Depuis l'invasion en Ukraine en 2022, l'Europe, elle a réduit, on va dire, sa dépendance au gaz russe de près de 40% à 14%, ce qui est quand même considérable, même si la rhétorique de nous avons coupé toutes les transactions vis-à-vis de la Fédération de Russie est tout simplement erronée, puisqu'on a toujours ces 14% qui alimentent divers pays européens, mais en fait, ce pétrole ou ce gaz procède par des circuits alternatifs. Par exemple, l'Azerbaïdjan ou l'Iran investissent sur le gaz ou le pétrole russe, le raffinent et ensuite le redéploient sur les divers marchés mondiaux, soit indiens, soit du coup africains, mais particulièrement européens. Donc en fait, on n'est jamais sûr de la provenance précise Ouais. du gaz. Donc c'est vraiment un sujet très, très complexe, encore une fois. Ouais. Sur les sanctions, encore une fois, on en revient, mais je pense que c'est le nerf de la guerre, parce qu'on en revient à l'argent et à la capacité d'impact financier. Lever des sanctions éventuelles sur Gazprom. Donc il faut arbitrer. Ça, c'est les États-Unis qui vont arbitrer, c'est Trump qui va le faire. Sur la levée ou non des sanctions. Il y a aussi l'éventuelle relance du gazoduc GNL2. C'est l'Arctique GNL2. C'est un projet de Novatek, grosse société russe qui est sous sanction américaine. Et en fait, la production à l'époque, avant la guerre, elle n'avait pas trouvé d'acquéreur en raison de restrictions sur les méthaniers russes. Les méthaniers, ce sont des porte-conteneurs, ce sont des bateaux, la flotte russe qui se déploie un peu à travers le monde. Et Poutine, en fait, il pourrait tirer parti de ces discussions avec Trump
pour tenter de relancer ce projet, en fait, qui était mort dans l'œuf, mais en fait, de relancer et de donner une nouvelle dynamique. À noter que Total Energy, 10% de ses parts dans le article GNL2 jusqu'en 2022. Voilà. Et on va dire les experts de Novatek sont déjà en train de laisser entendre à des clients indiens que la levée des sanctions américaines serait imminente, selon Bloomberg. Bon, à voir encore une fois ce qu'il en est. Il y a des articles qui l'expliquent mieux que je ne le fais, mais c'est intéressant. Sur, entre guillemets la guerre géopolitique sur l'aspect hydrocarbures énergétique, qui est vraiment à ne pas négliger. Bon, bien sûr, on l'a en tête puisqu'on est vraiment abreuvé sur la question énergétique, mais elle est très importante, j'insiste dessus. Il met beaucoup de conditions, le Poutine. Hein. Beaucoup de conditions, effectivement. Mais en même temps, si on fait un pas de recul, plus il y a de conditions, plus c'est complexe à déchiffrer, plus les partenaires à l'échelle de l'Union européenne doivent se mettre d'accord, sachant que dans l'Union européenne, Viktor Orban et Fico, respectivement président de la Hongrie et président de la Slovaquie, eux ont une approche beaucoup plus douce, beaucoup plus amicale vis-à-vis de la Russie. Donc c'est pas facile à se mettre d'accord. Voilà. Je mentionne quelque chose aussi. Je vous conseille un podcast très intéressant de France Culture qui met en valeur Alessandro Stanziani sur la thématique du blé. La Russie et l'Ukraine, en fait, à elles deux, elles cumulent environ 30% des exportations mondiales de blé. Donc, alors, attends, je vais essayer de le retrouver. Alessandro Stanziani. Alors, comme ça, je vais essayer de l'afficher à l'écran. Alessandro Stanziani, France Culture. Bon, je compte sur le correcteur Google. Ok. Tac. Graine. Ok. Je pense que je l'ai. Tu vas me dire, mais je vous l'affiche à l'écran. Hop. Voilà, exactement. Okay. Et en fait, ça fait référence à son ouvrage qui s'intitule Les guerres du blé, une éco-histoire écologique et géopolitique. Et dans le petit podcast, c'est très, très simple, très synthétique et très intéressant. Et en fait, on se rend compte de la spéculation massive sur les marchés mondiaux. Rendez-vous compte, rends-toi compte, Butsy, que sur les 100% du coût d'échanges financiers qui concernent le blé, 98% des transactions sont en fait virtuelles, ne donnent pas lieu à un échange en physique d'un producteur-vendeur à un acheteur-consommateur. Et en fait, c'est 98% évidemment qui contribuent à l'instabilité des prix. Et en fait, cette statistique, elle est complètement folle. On prend du recul. C'est dingue. Et c'est quoi? C'est des produits dérivés? C'est quoi ces transactions? C'est des achats de Lopinter, c'est des achats d'OGM, c'est des multitudes d'achats, de surexposition, de crédit. Enfin, c'est vraiment, il y a un maillage extrêmement large. Ah ouais. Et en fait, c'est des gens qui surachètent des dettes à un autre pour avoir la capacité. En fait, c'est des prévisions. Le blé et les productions alimentaires demandent une anticipation importante. En fait, pour évidemment les rythmes des saisons, il faut tel pourcentage pour cette région du monde, pour ce pays. Donc, évidemment que ta fluctuation financière sur le marché du blé est impactée s'il y a un conflit en Ukraine, puisque l'Ukraine était considérée et toujours nommée comme le grenier à blé de l'Europe. Ouais, Voilà. tout à fait. Voilà.